À l'époque, je te donne une information. Je ne sais pas si elle est vérifiable ou pas. En même temps, à l'époque, un haut fonctionnaire de l'ambassade de France à Alger, auprès d'Alger, avait révélé à quelqu'un, et ça a été publié, que parmi la liste établie par les Français de ceux qui pouvaient remplacer Chedli Benjdid, ils avaient établi une liste. À aucun moment, ils n'avaient songé, à aucun moment, à Mohamed Taïb el-Watan, à Mohamed Boudiaf. Les Français n'ont jamais pensé que le pouvoir d'Alger allait penser, ramener, déterrer un certain Boudiaf pour l'inviter à prendre le pouvoir à Alger. Donc, quel est l'intérêt des Français dans le... Au contraire, peut-être que Boudiaf gênait les intérêts français à Alger. Non, il ne gênait pas. Ce que tu dis est tout à fait logique. Parce que les Français se souviennent de cet homme qui a toujours été, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie un patriote. C'est indiscutable là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Son entourage l'est beaucoup moins. Son entourage l'est beaucoup moins. Et je pense qu'effectivement, s'il y a eu cette liste, je ne sais pas, c'est la première fois que je l'entends parler, c'est intéressant cette révélation. Ça veut dire que l'entourage a tellement démarché les Français qu'ils ont fini par accepter. Là, tu viens d'ouvrir une brèche importante. Cela veut dire que le décideur d'Alger, à l'époque, c'est-à-dire en 92 avec la déposition de Chedli, tu insinues qu'il n'avait choisi et décidé pour Boudiaf qu'avec un consentement français. Le feu vert. Avec le feu vert français. Est-ce que c'est pas une supputation aussi? Ça peut être une supputation. Parce que, à mon avis, le pouvoir d'Alger, il pouvait improviser. Il était dans une impasse. Il était dans une impasse. Et tu penses que les Français de l'époque pouvaient accepter, à moins si avec... Peut-être qu'ils avaient imposé des conditions, de piéger Boudiaf. N'oublie pas, c'était pas Boudiaf qui leur posait un problème. C'était pas Boudiaf qui leur posait un problème. C'était qui? C'était... les Français. C'était l'arrière-plan ou l'arrière-scène du pouvoir algérien, du pouvoir apparent, ceux qui gouvernaient. Parce qu'apparemment les Français, si Boudiaf ne le dérange pas, le fils aussi ne les avait jamais dérangés. Ils l'ont dit, n'oublie jamais qu'à l'époque c'était François Mitterrand. Oui mais attends, l'attitude de François Mitterrand... alors là, nous n'avons aucun problème avec l'islam, mais avec le fils. Oui, mais ça c'est François Mitterrand, c'est du tout craché. François Mitterrand joue aux démocrates, républicains, respectueux, etc. C'est pas... Il y a un autre aspect de François Mitterrand, c'est le François Mitterrand des coups fumeux aussi. Le tortionnaire. J'ai pas dit qu'il était tortionnaire. De l'époque de la guerre de libération. C'était pas lui qui... Ministre de l'Intérieur. Qui cachait, qui cautionnait, qui cachait. D'accord. Mais nous sommes pas en 54. Nous sommes en 1992. Et c'était une période aussi cruciale pour l'Algérie. 1992, il est à la fin pratiquement du premier mandat du gouvernement socialiste. Après, ça va... C'était le deuxième, non, c'est le deuxième mandat. C'est le deuxième mandat. C'est son deuxième septennat. Son deuxième septennat, exactement. Et le deuxième septennat était... de 88, 95, de 7 ans. Avec un chef du gouvernement qui était Jacques Chirac. Oui. Maintenant, ce que je voudrais te poser comme... Moi, je voudrais juste faire une précision. D'accord, c'est bien. La précision étant la suivante. Je ne veux pas dire que les Français ont envoyé Boudiaf en Algérie. Ça, il ne faut pas me le faire dire. Non, toi, tu as dit clairement que, d'après ce que j'ai compris de toi, tu as dit que les Français ont donné leur feu vert pour que Boudiaf accède au palais d'El Moradi. Ils l'ont donné à qui? Aux décideurs d'Alger, c'est-à-dire Anzar et Belkheim. Ils leur ont donné l'accord. Alors, ok, éventuellement avec des conditions, piéger la présidence, mettre leurs hommes là-bas, mais bon. Maintenant, ce que je voulais te poser comme question, et c'est très sensible, et nous invitons nos amis, nos compatriotes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, d'intervenir, de débattre
sérieusement, et ne pas rester accroché, à mon avis, aux choses sensationnelles. Le plus important, c'est le fond, c'est ce qui s'est passé et ce qui risque de se répéter, malheureusement, plusieurs fois par la suite. Boudiaf, l'homme solution, apparemment se transforme en Boudiaf, l'homme problème, pour le pouvoir. En peu de temps, il était en même temps solution et problème. Comment tu expliques ça? J'explique cela parce que, comme Aït Ahmed, comme un certain nombre d'anciens responsables du mouvement national, ces hommes-là ont un gros problème avec l'institution militaire. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tiennent l'institution militaire pour responsable de les avoir écartés du pouvoir et de la vie politique algérienne pratiquement au lendemain de l'indépendance. D'accord. Ça reste là-dedans. Ça reste. Il y a des propos tenus par Boudiaf sur Boumediene, j'ai du scrupule à les rapporter, parce qu'ils sont en dessous de la ceinture. Ah. Oui, absolument. Par rapport à l'institution militaire? Par rapport à Boumediene. Je ne parle pas par rapport à l'institution. D'accord, par rapport à... Boumediene étant l'incarnation de l'institution de l'armée. De l'armée. Donc il y a cette suspicion, cette haine d'avoir été écartés de quelque chose auquel ils aspiraient de manière légitime. Et en ce sens, on trouve à peu près la même chose dans une moindre mesure chez Ben Bella, qui lui aussi a été écarté en 65 par un coup d'État militaire. C'est ça. C'est une génération de politiques. C'est une génération de militants. Et qui disent, comme à un moment donné se disait dans les cafés de l'immigration, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Donc tu vois, il y a un côté de culture populaire chez eux aussi. Et en plus, je crois que Boudiaf, par la fréquentation du palais royal, par la fréquentation de ses amis marocains, a été plus ou moins phagocyté et plus ou moins conditionné à une attitude antimilitariste par rapport à l'armée algérienne. C'est pas fort ce que tu dis là? C'est pas trop accablé Boudiaf, peut-être que... On ne sait pas s'il avait des contacts permanents, peut-être que Boudiaf avait des... C'est vrai qu'il était sur le sol marocain. Je rappelle qu'à un moment donné... Tu penses qu'il a été monté contre l'institution? Non, je n'ai pas dit ça. Une phagocyté... Phagocyté dans la réaction épidémique qu'il a contre le militaire. Ça peut se renforcer. À un moment donné, Razab, il est reparti. Mais pas pour des histoires militaires. On ne le sait pas. On le sait. Nous avons le témoignage de Nasser Boudiaf. Non, écoute, non, si maintenant on remet en cause tout. C'est le témoignage de Nasser Boudiaf n'est pas une vérité absolue. D'accord. C'est une interprétation. Nous avons quelque chose entre les mains. Oui, mais d'accord. Il est parmi les conditions. J'en prends acte. D'accord. Parmi ces conditions, lorsqu'il a accepté, parmi les conditions, il leur a dit, telle date, il y a mon fils il y a les fiançailles de mon fils. Je voudrais participer. Ok, mais le jour des fiançailles, à la veille des fiançailles, d'après le témoignage de son fils, il commençait à se préparer. Le responsable de la sécurité militaire, c'est-à-dire du DRS à la présidence, informe son chef, c'est-à-dire Mohamed Mdiane dit Toufiq, comme quoi il se prépare. Apparemment, Toufiq a pris une position contre ce voyage. Parce qu'il voyait en Boudiaf, non pas Boudiaf le père, mais en Boudiaf le chef d'État. Donc ça demande des préparations, etc., etc. Et apparemment, il y a eu un clash entre les deux. Et à un moment donné, d'ailleurs, même le jour de mon entretien avec Nasser Boudiaf, je lui ai dit, mais franchement, on ne peut pas claquer la porte et vouloir quitter l'Algérie et repartir pour une histoire de fiançailles quand même. Qu'est-ce que c'est que cet esprit d'État? Qu'est-ce que c'est que cet esprit de gouvernement qui pousse un chef d'État d'un pays aussi important que l'Algérie dans la région
pour pouvoir comme ça dire allez, il y a les fiançailles, wallah, mazin donc fait adama. Franchement, ça relève de. Non, attends. Moi, je ne juge pas. Moi, je me dis à quel moment ça s'est fait, ça est intervenu quand, et c'est peut-être un signe de quelque chose, un signe du relâchement du rapport avec ceux qui l'ont amené. Moi, je lis politiquement les faits. D'accord. Je ne veux pas le lire sentimentalement. C'est ça, tu as raison. Sentimentalement, c'est normal. Je le lis politiquement. Est-ce que cette histoire est intervenue à un moment où... peut-être c'est la goutte qui a fait déborder le... Voilà, exactement. C'est très possible. Donc le clash était déjà prononcé. Le clash était pratiquement programmé, pour ne pas dire lancé. Programmé. C'est très possible. Cela dit, Boudref a son caractère aussi. Sa personnalité. Tempestif. Par ce côté-là, il est un peu séduisant. Il donne l'impression de ne pas être un calculateur. Moi, je le connais comme militant, je ne le connais pas comme ami. C'est pas mon ami, il me dépasse. Nous n'avons pas le même âge, nous ne sommes pas connus, nous n'avons pas pris de café ensemble. Mais il y a un côté spontané qui est sympathique chez lui. Il est sympathique parce qu'il réagit. Ce n'est pas le doctrinaire froid à la Goebbels ou à la Beria. Ça, c'est un aspect positif. C'est un aspect positif. Ça veut dire aussi que c'est peut-être quelqu'un qui est incapable de calcul. Ce sont des suppositions. Donc de stratégie. Oui, de stratégie. De calcul au sens indigne du terme. Ah, d'accord, d'accord. De ruse et de calcul. D'accord, d'accord. Parce que je crois qu'il a beaucoup de générosité, c'est indiscutable. Et humainement, il doit être un type particulièrement généreux. Mais politiquement, non, c'est autre chose. Ok, donc on a entamé tout à l'heure le pourquoi du clash entre un homme qui était, il y a quelques mois, c'est-à-dire début des années 92, de l'année 92 comme une solution, il est devenu juste 2 ou 3 mois après un poids, un problème à résoudre. Un problème à résoudre, est-ce que le problème à résoudre n'était-il pas, j'allais dire, possible autrement que par la violence et l'exécution et l'assassinat? Bon, sur ça, on est d'accord, mais c'est... Est-ce qu'il ne pouvait pas, est-ce que le pouvoir politique de l'époque, il y a sa tête, Nozar et Arbi Belkhir et tout fait Ismail, les responsables, c'est-à-dire les responsables politiques et militaires de l'Algérie de l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen autre pour gérer le conflit pouvoir réel Boudiaf? Est-ce que l'Algérie était arrivée à une sorte d'impasse? Parce que pour moi, l'assassinat politique, c'est le summum de la dégradation d'un régime. C'est le summum de l'impasse. Nous sommes d'accord là-dessus. Non, je pose la question. Je voudrais toujours, avec autant que faire se peut la même sérénité, voir les problèmes sous un autre aspect. Est-ce que cette solution radicale, condamnable en elle-même, le pouvoir jusqu'à maintenant n'a jamais reconnu, personne n'a jamais reconnu officiellement, c'est le pouvoir qui l'a exécuté. Pour eux, c'est un islamiste illuminé qui s'appelle Boumarafi. Qui est un type du GIS. Merde, c'est un militaire. D'accord, mais il a fait comment un acte isolé. Un acte isolé. Et même, d'ailleurs, son psychiatre l'avait dans un livre, le professeur Ridouh, et on se demande, est-ce que... Non, le problème que je me pose politiquement est le suivant. Qu'est-ce qui a fait que Boudiaf est devenu ingérable? Un danger pour le pouvoir. Ingérable. Il est devenu un danger. Est-ce que c'est sa politique? Est-ce que c'est ses ambitions? Est-ce que c'est ses fouilles archéologiques dans les anciens dossiers du pouvoir? Ou est-ce que c'est son caractère? Ou bien ses ambitions personnelles aussi, de vouloir mettre de... Ah, d'accord. Je ne pense pas. Moi, c'est des hypothèses de réflexion. Son fils, quand il dit, bon, c'est pas un type à ambition démesurée. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, qui ne sont pas claires.
qui font que dans son... Il y a des choses qui ont provoqué un clash suffisamment grave avec les décideurs avec lesquels il travaillait, non pas son entourage. Et en plus, il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, une relative mobilisation de l'opinion, non pas publique générale, mais journalistique au moins, contre le staff, qui, une fois par semaine, prenait l'avion aux frais de la République pour aller à Paris. Ça compte, ça, dans le truc. Je crois que c'est Ouakba, Chourok, qui a fait un papier avec, preuve à l'appui, des souches de billetterie au nom du staff qui se déplaçait aux frais de la République. Écoute, tu disais tout à l'heure, chef de l'État, donc une personnalité ne peut pas se déplacer comme ça. Que dire quand c'est des conseillers très proches du président qui chaque année, chaque semaine, ou plusieurs fois par mois, lèvent le pied pour aller à l'étranger. Mais à ton avis, est-ce que c'est ça qui dérange les décideurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui dérange les décideurs? Je me dérange. Sincèrement. Est-ce que l'assassinat de Boudiaf... Ça pourrait déranger les décideurs si d'aventure on savait que parmi les gens qui se déplaçaient, il y en a un qui présente suffisamment de problèmes. Ça devient un problème sécuritaire. Si ça devient... Je ne fais pas de la science-fiction. De la politique fiction. Non, non, je ne fais ni de la politique fiction ni de la science-fiction. Je dis que ça devait être suffisamment grave pour qu'on soit allé à cette solution. C'est-à-dire que tu justifies. Je ne justifie pas. Non, il ne faut pas que tu m'expliques. Non, non, je me... Non, je t'exécute pas. C'est-à-dire, toi, c'est suffisamment grave. Ça veut dire que celui qui est intervenu pour le faire, ou qui a pris la décision de le faire, ou le groupe, ou je ne sais qui, ça veut dire qu'ils avaient leur raison pour l'exécuter en dehors du fait que Boudiaf constitue un danger pour eux. Ça exclut l'explication qui consiste à dire que c'est un acte isolé de quelqu'un illuminé. D'accord, c'est pas un acte isolé. Donc,